Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Au-delà même des familles, au-delà même des couples, nous, c'était vraiment toucher la jeunesse. Parce que l'été du Covid, on était revenu de France et on avait vu en fait en France qu'il y avait une jeunesse qui était en perdition, on va pas se mentir. La jeunesse musulmane, on parle bien de la jeunesse musulmane, et on voyait qu'à un moment donné, les jeunes de France avaient comme modèle des personnes qui n'étaient pas forcément fiables, qui n'étaient pas de bons exemples. Donc on s'est dit, la première des choses qu'on va faire, c'est s'adresser à la jeunesse. Et évidemment, parler du couple, parler de la famille, ça fait partie effectivement du discours, mais Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Leïla et Mohamed. Alaykoum salam. wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est difficile d'être synchro à deux. Ouais. Ouais, après, il faudra que je la laisse plus parler que moi, quoi. J'ai dit Leïla et Mohamed parce que je sais que voilà, sur le podcast, c'est le podcast de Leïla et Mohamed. Et elle, la bosse. Non, ça a été sujet à discussion d'ailleurs au début. On se dit, Ah ouais? Oui. Ah bah tu vois, ça m'intéresse. Comment vous avez choisi l'ordre des noms? Non, au début, c'était Mohamed et Leïla. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a eu beaucoup d'auditrices, surtout, qui ont dit pourquoi c'est Mohamed en premier. Et donc, du coup, j'ai dû céder et j'ai mis Leïla en premier. Par galanterie. C'est de la pure galanterie, Voilà. exactement. Leïla et Mohamed, c'est un plaisir de vous avoir sur mon podcast. Bon, bah, c'est la première fois que j'invite deux podcasteurs, en l'occurrence, vous êtes deux. Et ça fait plaisir de voir que le nombre de podcasteurs musulmans augmente. Je vois de plus en plus d'initiatives, que ce soit podcast ou interview, ce genre de choses. Et donc, c'est un podcast un peu particulier. Entre podcasteurs. Entre podcasteurs. Abdelrahman, merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous, d'être dans ton podcast. Voilà. On a l'habitude de prendre le micro avec Leïla, mais pas forcément dans les épisodes des autres. Donc là, c'est particulier. Leïla Mohamed, même si vous êtes très connu, machallah, vous commencez à être très connu, je vais vous proposer de faire une petite présentation rapide. Donc, peu importe, je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour répondre. Je ne vais pas me mêler de ça. Je vais encore une fois céder et je vais la laisser elle présenter. Je me présente toute seule ou je me présente présente à les deux deux, voyons. Bon, bah, Leïla et Mohamed, on est mariés maintenant depuis bientôt 18 ans, Inch'Allah. Voilà, moi, je suis enseignante de français langue étrangère. On est parents tous les deux de 3 enfants. Donc, notre fille aînée qui a bientôt 14 ans, notre deuxième qui a 10 ans et notre fils qui a 7 ans. On est également expatriés aux Émirats depuis maintenant 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Voilà, c'est on ça. s'est expatrié en 2009 exactement. Voilà, Mohamed, oui. À Abu Dhabi, aux Émirats. Voilà, aux Émirats. Et voilà, Mohamed, lui, il est responsable commercial et podcasteur. Et podcasteur à mes heures perdues. Voilà. Exactement. Donc, comme elle disait, Leïla, effectivement, on a des enfants, alhamdoulilah, avec qui on partage une bonne relation. On essaye aussi avec Leïla, tant bien que mal, d'avoir une bonne relation également, même si parfois, c'est pas facile. Et non, mais plus sérieusement parlant, on va dire que cette idée de podcast, parce qu'on a lancé effectivement un podcast il y a 1 an qui s'intitule Muslim Family Time, on l'a eu justement en voulant, en cherchant un podcast qui parlait de couple et qui parlait des familles. Donc, l'idée vient de Leïla, en fait, à la base, parce que c'est elle qui, machallah, avait initié cette idée. Elle m'a dit, tu sais quoi, j'aimerais bien faire quelque chose pour la communauté, se rendre utile. Donc, au début, son idée n'était pas très claire. On ne savait pas vraiment comment s'articuler, comment ça allait se formuler. Mais et ensuite, vas-y, Leïla. Oui, en fait, juste pour préciser, c'est que j'étais une grande adepte de podcasts. Enfin, je suis toujours une grande adepte de podcasts, mais surtout des podcasts anglophones, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, déjà tous les speakers musulmans, en fait, toutes les chaînes comme Yaqeen Institute, Deen Inspiration, plusieurs podcasts comme ça. Et je regardais du côté des femmes musulmanes, donc j'écoutais aussi Mindful Muslima, par exemple, qui est assez connu. Et en fait, dès que j'ai commencé à chercher du côté de la sphère francophone,
pour les femmes, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en fait, sur les thématiques autour de la parentalité, du couple, de la famille musulmane. Il n'y avait pas toutes ces thématiques-là. Et donc, donc moi, en fait, à la base, j'étais aussi blogueuse. Oui, elle avait plusieurs vies, Leïla, machallah. Donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai participé à des sites participatifs musulmans, etc. J'écrivais des articles. Et lors du confinement, en fait, je me suis dit, pourquoi pas lancer un podcast qui s'adresserait principalement aux femmes. À la base, c'était que je voulais le faire toute seule. Mais en fait, pour toute la partie technique, voilà, je suis vraiment à la ramasse, on va dire. Et donc, j'ai demandé à Mohamed de m'aider. En sauveur, je suis arrivé. Voilà, il est venu m'aider. Il a commencé à m'expliquer les différents types de micros, etc. Et puis, en fait, finalement, il m'a dit, Leïla, pourquoi on ne ferait pas ça à deux? Et ça serait plus sympa qu'un. Voilà. Et là, l'idée de génie. Voilà, l'idée génie, elle est venue de lui. Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'au début, quand je la voyais réfléchir à cette idée de podcast pour les sœurs, je me suis tout de suite dit que, tu sais, moi aussi, j'écoute des podcasts et je trouve que quand c'est un podcast où c'est une seule personne qui parle, c'est pas la même chose que lorsque tu as un invité, par exemple. Là, dans ton podcast, on a des invités, donc c'est tout de suite beaucoup plus inspirant. Il y a un échange, il y a un dialogue. Et moi, ce qui m'intéressait déjà, c'était d'écouter un couple. Moi, je voulais toujours vraiment écouter un couple, voir des gens qui parlent entre eux et se raconter des histoires du quotidien, comment ils gèrent leurs difficultés, etc. Et avec Leïla, c'est ce qu'on a un peu, en quelque sorte, on essaie de créer, c'est que Leïla a sa personnalité à elle, qui est totalement différente de la mienne. C'est que on est complémentaires. Voilà, complémentaire, c'est le bon mot. Leïla est très studieuse, très sérieuse, machallah, très organisée dans ce qu'elle fait. Et moi, je suis… le bout en train. Voilà. On se complète bien sur certains aspects, alhamdoulilah. Et donc, depuis pratiquement, depuis plus d'un an, on s'assoit tous les deux, donc tous les dimanches, et on lance un épisode pour parler de parentalité, de couple, de spiritualité, des thèmes aussi qui sont parfois de l'ordre uniquement du bien-être. Hein. Donc, on a parlé par exemple de productivité, de minimalisme, machallah. Et bon, après, ceux qui marchent le plus, c'est quand même ceux, Leïla, sur le couple. Ouais. C'est les épisodes les plus écoutés. Et bien, c'est vrai qu'en fait, on voulait proposer quelque chose qui soit à la fois utile, parce que voilà, pour que ce soit une discussion de couple, qu'il n'y ait pas de fond, il n'y a aucun intérêt. On voulait apporter, en fait, on voulait une approche plutôt ludo-éducative, donc une approche un peu différente. Donc, le fait d'avoir une conversation. En plus, voilà, Mohamed, machallah, c'est, comme j'ai dit, c'est un bout en train, donc il arrive à… Mais non, ce n'est pas vrai. C'est même pas vrai. Il arrive à rendre les choses légères avec sa pointe d'humour, machallah. Donc, en fait, ça permet, mine de rien, même en termes de pédagogie, d'assimiler beaucoup plus les concepts et les notions quand c'est fait de façon ludique, parce que notre temps de concentration, il est assez limité. Et donc, le fait que Mohamed apporte toujours ses petites pointes d'humour, ça apporte de la fraîcheur, en fait, tout simplement. Après, le terrain est propice aussi. Hein. Quand vous écoutez certains conseils de Leïla, machallah. Là là. Mais il faut reconnaître une chose, Abdelrahman, c'est que lorsqu'on a commencé, l'un des premiers podcasts, c'était le tien qu'on a écouté. Parce qu'on est parti tout de suite sur les podcasts musulmans francophones. On a trouvé, mais si je dis pas de bêtises, Leïla, on n'a rien trouvé. Je n'ai pas commencé longtemps avant vous, au final. Hein. Peut-être. Non, mais tu avais commencé 1 an, je crois, ou même 1 an avant nous, si je dis pas de bêtises. Okay. Donc, il y avait quand même pas mal de travail. Je me suis dit, machin, le frère, il a déjà travaillé dans la sphère du podcast. Et donc, on a commencé à écouter, on a bien aimé, etc. Et machallah, depuis, moi, je ne pensais jamais qu'on allait être invité dans ton podcast. Machallah, ça fait plaisir. En plus, Mohamed analysait, il disait, regarde, machallah, son visuel. Enfin, tu sais, voilà, il me disait, machallah, regarde, il faut que ce soit aussi pro que ça. Tu nous as inspiré, Abdelrahman. Voilà, il faut être honnête. Donc, franchement, le podcast qui est sorti, il n'est pas aussi professionnel que le vôtre. Machallah, je trouve quand je regarde d'autres podcasts, je me dis, j'ai l'impression que limite, vous travaillez à temps plein dessus. C'est vraiment du bon travail. Voilà, mais subhanallah, c'est ça en fait la beauté de la communauté, c'est que chacun, il apprend de l'autre et chacun essaye de proposer un contenu et quelque chose de qualité. Voilà. Il faut qu'on fasse la compétition dans notre communauté en essayant toujours de proposer mieux que l'autre, mais de manière vraiment saine, tu vois. C'est qu'on fait la compétition dans le khair, dans le bien, machallah.
Leïla Mohamed, je voulais juste savoir un petit peu, parce que j'aime bien poser des questions un peu pour comprendre d'où les personnes viennent. Je sais que vous en parlez beaucoup dans votre podcast, donc on va peut-être pas passer énormément de temps dessus, mais Bien vous sûr. avez passé 13 ans, vous m'avez dit 14 ans à Abu Dhabi, c'est ça? 13-14 ans. Oui, 13 ans. Juste avant ça, vous étiez en France, dans quelle ville? À Grenoble. À Grenoble, d'accord. Et vous êtes parti dans quel contexte? C'était après vos études, vous travailliez déjà? Vas-y, Mohamed. Alors, on était en 2009. Si certaines personnes s'en rappellent, on était en pleine crise des subprimes aux États-Unis. C'était une crise mondiale. Et à cette époque-là, je venais de finir ma licence en commerce et marketing. Donc, j'avais Ok. plusieurs options devant moi. Et celle que j'ai optée pour, c'était de faire un VIE, un volontariat à l'international. Attends, que je me répète bien. Un volontariat international en entreprise. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, vous allez pouvoir travailler avec une société française, mais à l'étranger. Et Mhm. c'est des contrats que l'État, en fait, que le ministère des Affaires étrangères propose aux jeunes entre 18 et 28 ans. Ouais. Donc moi, à cette époque, j'avais 25, je crois, et on m'avait proposé de partir à l'étranger, donc aux Émirats, pour Ok. être responsable commercial d'une petite société là-bas qui voulait s'implanter aux Émirats. Mhm. Donc, on m'a proposé Abu Dhabi. Je ne connaissais pas Abu Dhabi du tout. J'étais jamais allé au Moyen-Orient. Tu avais un pays en Et tête ou toi, tu cherchais juste comme ça, enfin, aléatoirement? alors, dans ma dernière année de licence, j'étais en alternance et je travaillais notamment avec des clients qui étaient basés aux Émirats. Mhm. Et durant l'année, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas tenter l'aventure? Mais à cette époque-là, en 2009, Abdelrahman, personne connaissait Dubaï. Moi, dans mon Mhm. entourage, c'était pas comme maintenant. Tout le monde est parti à Dubaï ou à Abu Dhabi au moins une fois. À l'époque, j'ai dû me renseigner. Donc, j'avais cherché dans ma ville à Grenoble. Il y avait qu'un seul frère qui était parti à Dubaï. Je me rappelle Ouais. encore, on s'est assis ensemble, on a mangé un petit kebab ensemble et il m'a dit, écoute, Dubaï, c'est comme ça. Il m'avait raconté un petit peu et j'y avais jamais mis les pieds, subhanallah. J'étais jamais allé. Ok. Tu as visité avant d'y aller? Ou vous y êtes allé, Non, tu as reçu une offre et tu t'es dit, allez, on y va? on m'a envoyé une offre, on m'a formé pendant 2 mois à Strasbourg et ensuite j'ai Mhm. pris l'avion, je suis allé aux Émirats Et dans tout ce directement. process, tu étais accompagné de Leïla qui avait fini ses études, j'imagine aussi, ou qui finissait ses études? Alors moi, c'est différent. En fait, moi, je passais le CAPES de lettres. Donc, moi, j'ai un cursus littéraire. Donc, j'envisageais d'être enseignante à l'étranger. Et non, j'envisageais plutôt d'enseigner en France Oui, dans les collèges musulmans, en fait. Je passais Mhm. plus exactement le CAFEP, qui est l'équivalent du CAPES, mais pour les écoles privées, en fait. D'accord. Et donc, moi, j'ai passé le concours, j'ai été admissible à l'époque. Et là, en fait, là, au moment où moi, où j'ai été admissible, bah, lui, il a eu son offre. oui. Mhm. Et ça a été compliqué parce que bah, voilà, j'ai dû prendre la décision de ne pas aller passer les oraux parce que si je partais, en fait, si je prenais le risque d'être admise, Oui. pour valider mon diplôme, il fallait encore que je reste 2 ans en France. Ouais. Et ensuite, c'était pas sûr que je puisse demander, que je puisse être acceptée pour travailler à l'étranger, avoir un poste à l'étranger. Donc, bah voilà, j'ai pris la décision, bah, évidemment, pour notre famille. On avait notre fille à l'époque qui avait à peine 18 mois. Donc, on a pris la décision de partir, en fait. Et Mhm. en arrivant ici aux Émirats, ben, j'ai passé un master FLE, etc. Et en fait, entre guillemets, au lieu d'enseigner le français en première langue, aujourd'hui, j'enseigne le français en tant que langue étrangère. Voilà. D'accord. Donc, tu as des écoles locales ou étrangères? Oui, dans une école internationale, une D'accord. école IB, plus exactement pour ceux qui connaissent. Ok, je connais pas, mais peut-être Il certains y a connaissent. différents types de il y a différents types de cursus, en fait. Il y a les cursus anglophones, donc ou Ouais. britanniques plutôt, Ouais. américains. Il y a aussi et le cursus IB qui est bac international. Donc c'est Ah oui, encore bac international, ok, d'accord. IB, voilà, ça, IB. d'accord, ok. Ça, je connais, bac Voilà. international. Ça me parle. Voilà. Ouais. Ça, c'est par rapport à votre vie pro. Et depuis, bon, vous avez, j'ai l'impression de continuer un peu, enfin, tu as continué dans l'enseignement et Mohamed a continué dans l'entreprise. Mhm. Au niveau de votre implication, du coup, pour le projet Muslim, entre guillemets, Mhm. est-ce que c'est votre premier projet? Vous avez déjà été actif? Toi, tu as cité déjà un blog, enfin, une application dans des blogs. Est-ce que vous avez toujours été actif pour des projets pour la communauté ou pas trop? Disons que ce projet de podcast qu'on a eu ensemble, c'est justement le résultat d'une volonté de pouvoir se rendre utile à nouveau pour la communauté. Mhm. Il faut savoir que lorsqu'on était en France, on était, alhamdoulilah, très impliqué avec
les mosquées locales, dans le sens où on assurait des cours de Coran, on assurait des cours de langue arabe, etc. aux enfants. Et lorsqu'on s'est expatrié, on s'est tout de suite rendu compte que les enfants du pays, ils ont déjà des structures qui leur permettent d'apprendre le Coran, ils ont déjà des structures qui sont en place. Donc, on s'est Ouais, tout de suite senti un peu inutile ouais. et ça a mis 10 ans. Ça a mis 10 ans pour qu'on se dise, il faut qu'on fasse quelque chose pour la Oumma. Et justement, cette idée de podcast, elle est née à travers ça. Bon, Hmm. entre-temps, voilà, comme je disais, moi, personnellement, j'étais Oui, dans Leïla la était sphère. blogueuse. Voilà, j'étais blogueuse, donc j'avais ce lien encore. Je participais à des blogs en France. Voilà, je participais à surtout les mamans musulmanes, donc j'écrivais des articles pour ces sphères-là, voilà, Ouais. tout Elle aime simplement. bien écrire, Leïla. Hmm. Tu pensais que tu n'en faisais pas suffisamment, Leïla, du coup? Ou tu as arrêté un jour et tu as voulu remplacer ça? Ou comment ça s'est passé? Non, je pense que j'en faisais assez. J'étais, alhamdoulilah, contente, épanouie par rapport à ce que je fais. Mais après, effectivement, en ayant un emploi à temps plein et ensuite en ayant 3 enfants et un mari qui voyage énormément, de tout cumuler, c'était pas forcément évident. Donc, il y avait des Ouais. choix à faire. Donc, effectivement, j'ai dû, pendant un certain temps, je me suis arrêtée sur la partie blog. Et Mhm. c'est là où, lors du confinement, c'est revenu. Ouais. Mes enfants, ils sont déjà beaucoup plus âgés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre et être de nouveau utile, en fait. Comment dirais-je? Durant le confinement, il y a pas mal de personnes qui ont eu des idées, qui ont eu Mhm. des éclairs de génie. Parce que justement, on a le temps. Donc, on a le temps de passer, on a le temps à partager avec sa famille, avec ses enfants. Donc, on se pose les bonnes questions. On se dit Ouais. comment on pourrait faire les choses d'une façon meilleure. Et alhamdoulilah, c'est vrai qu'après, Leïla, elle est venue avec plusieurs idées. D'ailleurs, il n'y a pas que le podcast, hein. Mm. Il y avait plusieurs idées aussi. Et on a retenu que le podcast parce qu'on était en train de parler pendant, je sais pas moi, 2, 3 heures comme ça. Et je me dis, Mhm. mais tu sais quoi, là, cette discussion-là qu'on a, on aurait dû la mettre en podcast. C'est vrai. Ouais. Et après, c'est C'est trop parti comme bête. ça. Eh oui, surtout la première fois, on a parlé du projet et le lancement effectif du podcast, ça a mis 1 an. Oui, ça vient. Parce qu'on a perdu le fil. Après, il y a eu le déconfinement, le reconfinement. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais ça a mis 1 an pour qu'on vraiment s'asseye devant un micro et qu'on enregistre. C'est ça. D'accord. Après, au niveau local, j'ai toujours été active dans le sens où j'ai créé avec des amis un club de lecture. En fait, Ouais. j'ai toujours fait plein de choses. Mais voilà, Mhm. quand j'ai arrêté la partie blog, c'était juste parce que j'étais trop dispersée et je voulais me focaliser sur un canal, on va dire. Est-ce que c'était juste quelque chose en plus que tu voulais faire mais qui n'était pas nécessaire ou tu voyais ça comme quelque chose de nécessaire d'être actif? Pour moi, c'est nécessaire. Ouais. Pour moi, il faut vraiment, c'est une chose qui est essentielle pour la communauté musulmane, en fait. Mhm. Subhanallah, de C'est-à-dire se que rendre. tu te sentais pas bien, tu te posais beaucoup de questions, quoi. Oui, en fait, j'ai un métier pour moi qui a du sens, alhamdoulilah. Donc, je me dis pas que je ne fais rien. J'ai un métier pour moi je suis passionnée Mhm. d'enseignement. L'enseignement me passionne. Donc, pour moi, je me rends utile chaque jour. C'est un métier qui me passionne. Mais d'un Ouais. point de vue de la communauté musulmane, je me Ouais. disais, voilà, je dois pouvoir servir la communauté musulmane. Bien sûr. Parce que voilà, on le fait à travers l'éducation de nos enfants. Et ensuite, alhamdoulilah, on se dit, on doit être aussi, on doit incarner un modèle pour nos enfants. Et donc, j'ai envie de montrer à mes enfants qu'on doit être au service des autres, peu importe la façon dont ça se fait. Mais pour moi, c'était essentiel. En plus, on a grandi comme ça. Donc, Mohamed, Ouais. comme lui, comme moi, on a très, très vite été impliqués dès notre plus jeune âge pour être au service de la communauté. Comme il a dit, j'offrais des services de soutien scolaire. J'étais aussi dans le volontariat, etc., dans les associations Ouais. musulmanes. Donc, Mhm. Elle ça a créé. préparait des bons petits plats aussi lors de l'Aïd, Voilà. les kermesses de la mosquée. Voilà, Voilà, il y avait exactement. pas mal de choses. Donc, ça a créé un vide quand on n'a plus, ce type de structure ici. Ouais. Donc, voilà, on s'est réorienté vers autre chose. Ok. Et ça a été quoi, du coup, la démarche? Comment tu as fait pour en arriver avec des podcasts? Elle voulait pas se montrer déjà à la base. Voilà. Donc, ça a vite réduit les champs d'action. YouTube, Ouais. on élimine, Voilà, il n'y a pas. exact. Mais le podcast, très honnêtement, c'est le vecteur et la plateforme la plus adéquate. Ça aurait pu être Le- le blogging. Tu aurais pu faire ton propre blog ou ce genre de choses. Oui, alors après, c'est vrai que la partie blog, je l'ai faite pendant longtemps, mais il y a eu un moment où les blogs étaient moins Ben oui, en phase, en fait. Ils étaient moins lus.
Donc, ça se ressent. Donc, on le ressent qu'il y a, il y a beaucoup de blogs qui étaient connus il y a quelques années, qui ont fermé aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, le seul qui reste encore, machallah, très lu, je pense que c'est Alkens, Alkens ou les magazines comme Agib, etc. Mais il y a beaucoup de blogs qui ont fermé depuis. Mais surtout, ce n'est pas la même consommation dans le sens où, regarde, les personnes qui nous écoutent maintenant, elles peuvent être soit en train de cuisiner, soit en train de conduire, soit en train de faire du sport. Et quand tu fais toutes ces activités-là et que tu peux en même temps emmagasiner de la connaissance, tu te rends compte qu'il n'y a que le podcast qui te permet de faire ça. Tu ne peux pas lire et conduire en même temps, tu ne peux pas lire et cuisiner, tu ne peux pas regarder une vidéo sur YouTube et en même temps, je ne sais pas moi, faire du sport. Ce n'est pas possible tout ça. Le podcast, ça c'est possible. C'est possible. Il faudrait que tu nous apprennes. Maintenant, il y a les livres audio. Dans certaines salles de sport. Salle de sport. Ouais, il y a des tapis avec les écrans. Je ne vais plus à la salle de sport, là. Tu le sais déjà. Voilà, tu le sais. Voilà. Mais voilà, ça se consomme très facilement. Et subhanallah, on vit dans une époque où le temps est compté, le temps devient de plus en plus rare. Le fait de pouvoir profiter de 20 minutes en voiture, tu peux écouter un podcast sur la route, tu peux te renseigner sur un thème, tu peux écouter des gens qui parlent d'un sujet qui sont intéressants. Et même aujourd'hui, pour la communauté musulmane en France, ou même francophone plus largement, on n'a pas de radio musulmane, on n'a pas d'émission qui parle de nos soucis, qui parle de nos problèmes. Quand tu veux écouter quelque chose en France, tu mets la radio, tu as toutes les radios qui vont parler d'un sujet qui va avoir une thématique plus ou moins particulière, plus ou moins sensible à la communauté musulmane. Mais en règle générale, ce n'est pas très positif. Quand on parle des musulmans à la radio, ce n'est jamais pour dire il y a tel entrepreneur qui a fait ça, il y a tel couple qui a entrepris cette activité qui est machallah. Non, c'est toujours pour mettre en lumière des choses qui sont négatives. Je pense que c'est le moment pour les musulmans d'avoir leurs propres médias, leurs propres podcasts, leur propre contenu qui va pouvoir rayonner à travers la France et à travers le monde. Parce que j'imagine que toi, c'est pareil, tu as des auditeurs qui t'écoutent du monde entier, pas uniquement qu'en France. Ouais, on m'écoute un peu du monde entier, principalement en France, mais dans pas mal de pays étrangers aussi. On a motivé des gens à faire des podcasts maintenant, c'est génial. Maintenant, c'est bon, on va avoir la concurrence là, mais c'est bien, c'est de la concurrence positive. Vous avez réfléchi d'abord au channel, aux moyens de communication, ou bien vous avez d'abord réfléchi à l'impact, ou bien à la mission, ou ce que vous voulez avoir comme impact? Comment ça a été le process? Le process au début, c'est de voir l'objectif qu'on voulait. Donc déjà, trouver la thématique, la niche qu'on voulait aborder. Parce qu'il y a alors, si on explique la genèse du podcast… Ah non, on ne peut pas faire ça, Leïla. Ça, je suis obligée, Mohamed. Ah non, bon, vas-y. Alors, je vais dire, au début, Mohamed m'a dit, on va lancer 5 chaînes de podcasts. Toujours plus. 5, voilà. Donc, il m'a dit, écoute, 5 thématiques différentes. Oh là là. Avec, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, donc, oui, une thématique sur le couple, la famille, comme on le fait maintenant. Une thématique autour des… raconter des histoires pour les enfants. Oui, il y avait effectivement, il y avait plusieurs podcasts et on s'est rendu compte qu'un seul déjà, c'est hyper difficile. Mais moi, j'ai essayé de le raisonner. Je dis, mais Mohamed, ce n'est pas tenable, ce n'est pas envisageable ce que tu es en train de dire. Mais lui, il était convaincu. Il m'a dit, si, on enregistre, c'est faisable. Voilà, on fait un épisode par semaine. Non, c'était 5 épisodes par semaine. Ah oui, c'était 5, oui, voilà. C'était vraiment… Moi, je suis assez vous voulez réaliste. Créer France Télévisions Musulmane, Mohamed. Vous voulez faire quelque chose de big, très honnêtement. Et tu voulais. Non, mais quand tu te rends compte de la charge de travail, Abdelrahman, tu peux confirmer, pour un seul podcast, tu gagnes en humilité déjà. Tu dis, bon, on va se calmer. Déjà, ça, si on arrive à le garder sur un an, alhamdoulilah. Exactement. Donc après, voilà, c'était… Donc on a décidé finalement qu'on allait aborder seulement des thématiques autour de la famille. Ensuite, il fallait… vraiment replacer notre intention, pourquoi on le fait vraiment, parce que on se disait peu importe si c'est un petit peu écouté, s'il n'y a que quelques personnes, on aura déjà tout gagné. Pour nous, si on a un impact sur une personne, alhamdoulilah, et que ça permet d'éveiller des consciences ou ça permet à des couples de se rapprocher ou d'ouvrir la discussion, alhamdoulilah, on a tout gagné. Donc on a fait ça au début et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, en fait, on a tout simplement commencé par enregistrer le premier épisode. Voilà. Le premier épisode, c'était le plus difficile parce que malgré toutes les discussions qu'on a eues, le fait d'enregistrer, Abdelrahman, c'est surtout la première fois, c'est bloquant. Tu arrives devant un micro, tu dis qu'est-ce que je dois dire maintenant en fait comment on commence? Donc, je me souviens très bien, le premier épisode, Leïla, il n'était pas vraiment… on n'était pas à l'aise. Voilà. Oui. On l'a fait écouter à notre entourage et tout de suite, les personnes qui nous connaissent nous ont dit écoutez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vous. On dirait que vous êtes un peu coincé. Juste refaites-le, mais complètement naturel. Voilà.
Et là, effectivement, on a refait le premier épisode. Et Ok. je voyais mes parents, je voyais mes frères et sœurs qui rigolaient. Je dis, bon, ça, c'est bon. Il y a quelque chose qui est bien là. Ouais, On touche quelque chose. voilà. Voilà, exactement. On a compris du coup que vous voulez viser les familles, mais quel est l'impact que vous voulez avoir sur les familles musulmanes? Disons que au-delà même des familles, au-delà même des couples, nous, c'était vraiment toucher la jeunesse. Parce que Mhm. l'été du Covid, on était revenu de France et on avait vu en fait en France qu'il y avait une jeunesse qui était en perdition, on va pas se mentir. La jeunesse musulmane, on parle bien de la jeunesse musulmane, et on voyait qu'à un moment donné, les jeunes de France avaient comme modèle des personnes qui n'étaient pas forcément fiables, qui n'étaient pas de bons exemples. Donc on s'est dit, la Mhm. première des choses qu'on va faire, c'est s'adresser à la jeunesse. Et évidemment, parler du couple, parler de la famille, ça fait partie effectivement du discours, mais on essaie d'avoir un discours qui soit jeune pour pouvoir parler aux jeunes couples qui veulent se marier, par exemple. Nous, on s'est mariés quand Laïla avait 18 ans, j'avais 20 ans, on était étudiants. Mm. On veut prouver aux gens que oui, c'est possible de se marier en France, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de situation. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se mettre de barrières inutiles. Ok. Et puis aussi, on a essayé de proposer un contenu qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes avant de nous marier. Il y a des sujets qu'on n'a pas pu aborder, des questions, on a Bien découvert sur sûr. le tas. Et J'aurais aimé savoir plein de choses, moi, avant de me marier. donc voilà, du coup, on trouvait que c'était agréable de pouvoir proposer quelque chose comme ça. Et en parallèle, pour compléter ce que disait Mohamed, on avait l'impression qu'il y avait un grand gap entre. Il y avait deux types de publics, en fait. Il y a deux types de contenus. Il y avait soit un contenu sur YouTube, par exemple, qui est très savant. Donc, par exemple, voilà, des imams, machallah, des speakers, etc., mais qui peuvent paraître très loin de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Et à la fois, il y a la partie, tout ce qui est TikTok, tous les contenus qui se consomment très rapidement, des vidéos qu'on emmagasine toute la journée, etc. Et finalement, on n'intègre pas grand-chose. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu entre ces deux-là, parce qu'on n'est pas des savants, on n'est pas des imams, Ah oui, loin de là. Hein. loin de là, mais on voulait quand même transmettre quelque chose. Et en même temps, on voulait que ce soit accessible aux jeunes et que ce soit ludique et agréable, etc. Donc voilà, c'est ça. On a essayé de trouver un format qui soit à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi que vous avez commencé? Ouais, 1 an et demi, ouais, Mm. alhamdoulilah. Vous en êtes à quoi? Plus de 50 podcasts, je crois, hein? Un peu moins de 50 Un peu podcasts, ouais, moins de 50 50. épisodes. On s'est Ouais. arrêté 2 fois durant l'année, donc il y a des moments où il y a eu des creux. Et je pense que parfois, c'est important, peu importe le projet dans lequel vous êtes, hein, de faire des petites pauses juste pour souffler un petit peu et parfois aussi pour se remettre en question aussi, hein, Leïla. Tout à fait. Qu'on ne veut pas non plus parfois se forcer à faire des choses s'il y a pas, s'il y a comment dirais-je, des contretemps. Donc, par exemple, on a reçu la famille, on est parti en vacances. Il y a des moments où on était très, très occupés. Et au lieu de proposer un contenu qui ne soit pas forcément de bonne qualité, on se dit, on se pose, on prend le temps de réfléchir et on revient avec, Inch'Allah, du bon contenu de qualité. Tu vois? Exact. Très bien. Quand vous avez commencé le podcast, vous avez demandé l'avis de personnes autour de vous. Vous avez juste décidé de le faire et peu importe ce que les gens pensent. Je pense qu'on a pris des Bon, opinions. Hein. ouais, on t'a demandé à ta famille, à tes parents. J'ai demandé à mes parents. J'en ai parlé aussi aux miens. Mes amis aussi proches. Mais Ok. vraiment très proches parce que je ne voulais pas être identifiable au début. Donc vraiment, j'en ai parlé à deux amis. Et puis après, on a, comme il a dit, lors du premier épisode qu'on a enregistré, on l'a envoyé à certaines personnes pour qu'ils nous donnent leur retour. Et voilà. Ouais. Ça a été quoi, du coup, les conseils? Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je ne sais même plus si j'ai demandé aux gens, j'en ai parlé avec ma femme, principalement, je pense. Parce qu'elle écoutait Ouais. les podcasts, mais les gens ne connaissaient pas trop les podcasts. De toute façon, mes parents ne savent pas ce que c'est un podcast, c'est quoi un podcast. Oui. Du coup, ce n'était pas quelque chose avec lequel je pouvais parler à beaucoup de monde en réalité. Donc, c'est pour ça que je vous demande comment est-ce que vous avez pris l'avis de Après, personnes. ils ne connaissaient pas spécialement ce type de médias. Donc voilà, moi, mon père, encore aujourd'hui, me dit, tu as combien d'abonnés sur ta chaîne de podcast? En fait, nos parents, ils écoutent sur YouTube. On a Ouais. aussi une chaîne YouTube dans laquelle on Ah, met d'accord. les épisodes. Pour eux, un podcast, c'est juste une vidéo sur YouTube où il n'y a pas d'image. C'est ça, un podcast. Tu vois? Ils ne connaissent pas les applications à côté. En fait. Voilà, et parfois, on prend un peu de temps pour mettre les vidéos sur YouTube. Ils sont là en train de me dire il est où le deuxième épisode? Allez, on attend. L'épisode de cette semaine, il est où? Ah, c'est mignon. Ouais. Et ils vous écoutent tout le temps? Ouais. Les parents de Mohamed, oui. Machallah, ils nous écoutent tout le temps. Les parents, ça dépend des thématiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok.
Ça fait bizarre d'être écouté. Hein. Moi, des fois, j'ai un peu honte. On me dit, ah tiens, j'ai écouté des gens que je connais très proches qui me disent qu'ils écoutent. Tout à fait, Ouais, Ça fait bizarre. Parce que des fois, je oui, parle de choses un peu plus personnelles ou je pose des questions. bien Et ouais. ce pas sûr. des choses avec lesquelles je parle avec tout le monde, par exemple. Mmh. Et du coup, ça fait un peu. Bon, après, on s'habitue, hein, mais. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'entourage, avec mes amis que je Hmm. côtoie régulièrement, etc., j'en parle pas. Elles savent que j'ai le podcast. Certaines viennent me voir, elles vont me dire, bah voilà, j'ai écouté cet épisode, c'était super intéressant. Moi, ça me met toujours mal à l'aise. Mais je sais pas quelque chose que je prône. Je suis pas là à envoyer à chaque lancement d'épisode Ouais, ouais. à tous mes amis l'épisode. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Non, moi, ce qui me rend le plus mal à l'aise, c'est quand tu as un ami, sait que tu as un podcast et qu'il y a d'autres personnes qui viennent que tu connais pas, par exemple. Oui, Ah, Ouais. c'est exact. Abdelrahman. D'ailleurs, il a un Et- podcast, Muslim Makers. Tiens, présente-lui le podcast. Voilà, voilà, exactement. Voilà. On connaît Ah, ces c'est marrant. situations. C'est marrant comme situation, c'est clair. Là, dernièrement, en date, j'ai rencontré une amie, une sœur sur Abu Dhabi et on était à un repas avec plusieurs amis. Et donc, je ne la connaissais pas spécialement. Et puis après, elle me dit, mais je ne la connaissais pas. Elle me dit, ah, mais c'est toi, Leïla, de Muslim Family Time. Et voilà, je lui dis, bah ouais, c'est moi. C'est moi. Et oui. Voilà, j'étais très gênée parce que finalement, bah, voilà, on partage beaucoup de choses. Donc, elle m'a dit, bah, comment il va Mohamed et comment vont les enfants et ainsi de suite. En fait, elle a enchaîné assez rapidement parce qu'elle connaissait pas beaucoup d'informations. Machin. Ouais, Elle ouais. m'a dit, je suis ça attentivement. Quand je me suis installée sur Abu Dhabi, bah, je cherchais du contenu et en fait, je suis tombée sur votre podcast. Donc, voilà, ça fait plaisir, mais c'est pas quelque chose, même, voilà, que je suis pas prosélyte, on va dire, par rapport au podcast. Tu as choisi le bon mot, Leïla, bravo. Non, mais c'est vrai que, bon, on en parle sur les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément en parler parce que, bon, avec nos amis proches, il y a une certaine pudeur aussi, tu sais. Mm. Quand tu es dans un Hmm. podcast, les gens te connaissent et donc tu as toujours un peu d'appréhension à savoir que des personnes très proches vont t'écouter, quoi. Mm. Tu vois. Nous, ce qu'on avait surtout peur au début, c'est qu'on ne soit pas en phase avec ce qu'on est dans la Mm. vie de tous les jours. Tout à fait. Et les personnes qui nous entourent, dès qu'elles ont écouté, elles ont dit, mais franchement, ça nous a rassuré, ça nous a rassuré un petit peu. C'est qu'elles nous aient dit qu'effectivement, c'était nous. Mm. Voilà. Et qu'on est Hmm. dans la vraie vie, on se prend la tête de la même façon. Tu vois, et Et on rigole de la même façon. et voilà, et derrière le micro, c'est pareil, quoi. Donc, Ouais. si elle dit une bêtise ou si elle dit quelque chose qui fait rire, je vais pas hésiter. Je l'attends au tournant. C'est des questions que je me pose aussi, moi. En fait, le fait de donner des conseils publiquement comme ça, tu te dis, bah, j'ai intérêt à être derrière, à être pareil, tu vois, à agir de la même manière. Ouais. Exactement. D'être Sinon c'est aligné qu'il y a avec quelque ce chose qu'on qui ne va dit. pas. Être aligné exactement 100%. Du coup, c'est pas évident à gérer et je comprends la difficulté. Et disons que bah, vous recevez des commentaires souvent, vous en parlez. J'ai écouté pas mal de vos podcasts et au début, en fait, vous parlez des commentaires que vous recevez et vous les dites. Oui. Pour vous, c'est quoi les commentaires qui vous font plus plaisir par rapport au travail que vous faites, par rapport au podcast? Alors, les commentaires qui nous font le plus plaisir, Ou je dirais qu'il y a des les commentaires, retours, les commentaires, ouais. je dirais qu'il y a des commentaires qui nous touchent. Mm. Mhm. Et ceux qui nous ont vraiment le plus touchés, c'est surtout ceux qui viennent de jeunes adolescents. Pour Mhm. toi, après, moi, je dirais Moi, ce qui c'est me ceux qui me touche le touchent le plus. plus. Mm. Pourquoi? Parce que moi-même, quand j'étais adolescent, je me rendais au collège et au lycée et j'écoutais des petits rappels avec mon Walkman baladeur. Voilà, à l'époque, avec des CD, cassettes. Voilà, c'est maintenant cassette. pas les CD, c'était des cassettes à l'époque. J'ai 38 ans, Abdelrahman. Et du coup, je me rappelle d'une sœur en particulier qui nous disait qu'elle écoutait à chaque fois tous les podcasts en allant à l'école, en allant au lycée. Mm. Donc ça m'a touché personnellement. Je me suis dit que Mhm. regarde, il y a des gens qui vont à l'école et qui écoutent le podcast. C'était beau quoi, de savoir ça. Exactement. Ouais. Pour Leïla, je pense que c'était autre chose. Alors moi, les messages qui me touchent d'autant plus, c'est surtout les messages qui expliquent l'impact que l'on a eu dans leur vie. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont nous dire, voilà, suite à cet épisode, j'ai mis ça en place au sein de mon couple. Suite à cet Mhm. épisode, j'ai renoué le dialogue avec mon mari. Suite à cet épisode, j'ai discuté avec mes enfants. On a Et écouté le avec, podcast avec mon mari ensemble. voilà, voilà, il y a des couples qui écoutent le podcast ensemble et qui nous disent que Ouais. ça leur permet d'entamer une discussion qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Voilà, donc vraiment, c'est ce type de messages qui me font plaisir parce que là, je mesure vraiment le khir qu'on peut faire en fait à travers le bien qu'on peut faire à travers
nos épisodes et qu'en fait, c'est pas vain, ce sont pas des paroles vaines dans le sens où elles ont un impact et elles ont une influence en fait. On fait toujours des invocations en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mette la baraka dans ce que l'on fait et qu'il nous donne le qaboul, l'acceptation dans ce que l'on fait, parce que tout le khair que l'on peut faire, il n'est possible que avec la validation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bêtises qu'on dit tout le temps, c'est notre faute malheureusement parce qu'on en dit beaucoup. Et comme elle a dit Laïla, on n'est pas des savants, on n'est pas des imams, on est simplement un couple qui a une expérience, une histoire à raconter. Et on essaie de la raconter de la façon la plus simple possible. Et de temps en temps, on fait des rappels, mais très honnêtement, Abdelrahman, c'est des rappels qu'on fait à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons besoin de ces rappels parce qu'on n'est pas parfait, on s'embrouille de temps en temps. La difficulté, c'est quoi? C'est que lorsque on doit enregistrer la semaine et qu'on est un peu fâché, donc on n'a pas le choix, on doit se réconcilier avant l'enregistrement. Sinon, c'est un peu problématique. Là. Oui, c'est sûr. Parfois, on enregistre même, on est fâché. Alors après, on se dit… Parce qu'en fait, non, c'est pas qu'on est fâché, c'est que parce que c'est un grand mot, fâcheux. Franchement, c'est plus de la taquinerie qu'autre chose. C'est surtout que, voilà, on est chacun perfectionniste selon notre domaine. Donc, c'est-à-dire, moi, en termes de contenu, je suis assez spécifique dans ce que j'écris et dans ce que je fais, dans le plan que je fais, dans les citations de sources, etc. Et puis, il y a des phrases clés que j'aime bien mettre dans le script et que j'aime bien dire pendant l'épisode. Donc, Mohamed, lui, il est de ce côté-là, il veut qu'on aille un peu plus vite, par exemple. Il va me dire, non, là, vas-y, on passe. Et moi, en fait, je vais m'offusquer un petit peu parce que je vais dire, attends, j'ai passé du temps à le faire, ce plan, donc il doit rester comme ça. Et de l'autre côté, lui, il va être beaucoup plus pointilleux sur, par exemple, l'éthique de langage ou sur, là encore, rien que maintenant, il m'a écrit sur l'ordinateur pendant qu'on est en train d'écrire, il m'a mis en fait. Oui, me dire, parce qu'il dit souvent en fait. Tu répètes en fait. Oui, mais en fait, si tu penses que tu peux le faire en fait… Donc voilà, en fait, voilà. Voilà, je fais même pas elle vient de le dire, elle vient de le dire. Je fais même pas exprès, mais voilà. Il a tout craché. Je fais pas exprès, mais voilà. Donc dans son domaine, il est assez pointilleux parce que lui, il a tout ce qui est la partie montage et je sais que ça lui demande du travail. Mais en même temps, tu peux les laisser, ça peut pas, c'est pas toujours obligé de les effacer, n'est-ce pas? On les cherche tous les en fait. Voilà, c'est ça, parce que lui, il s'arrête sur vraiment tout, donc c'est pas évident. Ça me met 7 heures de montage, Abdelrahman. Ouais, c'est pas facile. Je le comprends, je comprends, je lui en veux pas, je comprends tout à fait. Je sais que ça lui demande un investissement en temps qui est assez énorme, je le vois, et je suis admirative de ce qu'il fait, machallah. Mais en parallèle aussi, il peut être par rapport à mon travail, il va se dire voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Ou par exemple, j'ai travaillé un épisode, on sait que c'est le thématique, et puis finalement il vient, il me dit non, sur la programmation éditoriale, il va me dire non, on change en fait, ça va être un autre sujet, alors qu'on doit lancer l'épisode en 3 jours. Ouais, on a parfois des petits clashs, mais c'est normal parce que dans notre façon de travailler, on est un peu. Moi, je suis un peu, comment dirais-je, à la cool, tranquillement. Vas-y, viens, on change, etc. Elle est très organisée. Elle est très, très organisée. Et le moindre petit changement, ça peut la perturber. Non, alors, dans ce domaine-là, pas dans ce domaine-là, oui, évidemment. Voilà. D'accord. Non, mais c'est normal quand on travaille à plusieurs. Sinon, n'importe quel travail d'équipe, ça demande un peu de… Voilà, mais en règle générale, on s'aime bien. Voilà. Il faut prendre avec des pincettes l'humour de Mohamed. Oui, il y a beaucoup de second degré. Attention. Hein. Moi, ce que j'ai du mal, c'est je mets beaucoup de E. Je les enlève pas tous parce que ça fait un peu naturel des fois. Donc, il en faut un peu des E, mais quand je vois qu'il y en a trop, je les enlève. D'ailleurs, maintenant, je vais en faire un. Voilà. Je me rends compte aussi d'une chose. C'est plus naturel parce que quand il me fait la remarque sur les tics ou les E, par exemple, après, je suis dans le contrôle et c'est plus moi. Donc, c'est pas évident, en fait. Ah, mais je comprends ce que tu viens de dire. Et la réalité de la vie d'un podcasteur, là, il y a Ayman qui vient de crier, donc c'est tout à fait normal. On est habitué avec ça aussi. C'est qu'on doit dealer avec beaucoup de choses qui nous entourent. On doit se focaliser sur le contenu, sur le dialogue que l'on a avec la personne. Donc, toi, par exemple, avec un invité, avec des éléments extérieurs, comme par exemple un petit chenapan qui crie à longueur de journée. Tu vois, c'est pas évident finalement d'enregistrer avec un sorte de raisonnement. Il faut que derrière tes phrases et tes pensées aient du sens. C'est pas évident. Et c'est un exercice pour moi qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans l'expression orale et de pouvoir en fait d'être confiant dans la prise de parole également. Le podcast, c'est un podcasteur quelque part, c'est aussi un métier. Hein. Tu sais, ça t'apprend c'est des aptitudes que tu peux développer
dans la vie de tous les jours, au travail, avec tes enfants, le fait de pouvoir t'exprimer de manière plus compréhensible. Parce que moi, j'avais des petits tics de langage aussi, hein, Leïla, tu sais. Hein, Oui, ceux qui nous écoutent tout le temps savent que je dis toujours quelque part. Qu'est-ce que je dis? Ben écoute. Je répète tout le temps, ben écoute. Bah écoute, ou je rebondis sur Je ce que tu rebondis. disais. Ah, ça, c'était au début. Les premiers épisodes, je répète plusieurs fois. Je rebondis sur ce que Leïla a dit. C'est un ballon. Voilà. Leïla, c'est devenu un ballon. Trop bien, parce que la prochaine question, c'était de savoir qu'est-ce que vous a appris le podcast, cette expérience jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez avoir appris de le plus intéressant? Bah, je rebondis, Abdelrahman, sur ce que tu viens de dire. Très honnêtement, la chose principale sur ce qu'on a appris à travers ces 1 an et demi de podcast, pour moi, c'est le temps de qualité que je passe avec Leïla. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça. Ce n'est pas tant le fait de pouvoir s'exprimer qu'on vient de le dire ou le fait d'avoir des rappels, ça c'est évidemment éminemment important, mais c'est surtout de s'asseoir une fois par semaine avec sa femme et de pouvoir en fait voilà, à partager un projet, partager une sorte de mission quelque part. Je vais pas mentir, mais c'est vraiment pour moi, je le vois comme une mission parce qu'on essaie de transmettre quelque chose et le fait de le faire à deux, eh ben, je trouve que c'est merveilleux. Et si vous êtes un couple et que vous avez peu importe le projet, ça peut être un podcast, ça peut être une association humanitaire, ça peut être quelque chose pour la mosquée, mais que vous le faites avec votre épouse, eh ben, subhanallah, vous allez voir la baraka dans votre couple. Vous allez voir que vous avez un but, vous avez un projet. Et donc, tous les deux, vous allez, comme Leïla, elle disait à un moment donné, c'est qu'une relation de couple, c'est une relation qui isocèle. C'est que vous êtes chacun d'un côté et le sommet, c'est Allah. Donc, plus vous vous rapprochez d'Allah et plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Donc, ce podcast, je trouve que c'est un petit peu ça. C'est que ça nous permet de se remettre en question, ça nous permet de retravailler certaines choses. Je sais qu'avant le podcast, on parlait avec Leïla, mais on ne parlait pas autant. Oui, pas autant. Et pas autant. Enfin, on a toujours une belle communication, alhamdoulilah, sur plein de sujets. Mais effectivement, on se disait pas, bah, chaque semaine, on parle pendant 1 heure, on fait une activité. Bon, même quand on sort en tant que couple, quand on sort, on va parler, par exemple, on va se focaliser sur les enfants, on va parler de notre profession, etc. Mais de parler d'un sujet en profondeur pendant 1 heure et avoir son point de vue, échanger, bah là, évidemment, on n'avait pas autant de profondeur, on va dire, sur des thématiques diverses. Et donc, c'est très enrichissant. Et moi, de mon côté, c'est vrai que, alhamdoulilah, moi, j'ai travaillé avec Mohamed. Bah, en fait, c'est aussi. C'est un plaisir. Oui, bah, j'allais dire ça. En fait, c'est un plaisir. C'est un honneur. C'est un honneur, alhamdoulilah. Oh. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est un moyen de se redécouvrir, en fait, sous un autre aspect. Parce que là, avant, on a toujours travaillé dans des domaines très différents. Et là, en l'occurrence, on s'est redécouvert sur l'aspect professionnel, en fait, finalement, parce qu'on connaissait pas, voilà, je connaissais pas la rigueur, machallah, de Mohamed, parce que voilà, à la maison, il est plutôt cool sur plein de choses, mais en tant que professionnellement, machallah, j'ai découvert un homme qui est, machallah, il se décrit comme pas organisé, mais il l'est. Oui, mais je suis d'accord avec toi, hein, je comprends. C'est oui. bon, ne t'envole pas. Il est hyper consciencieux, il est hyper pro, en fait, machallah, dans sa façon d'aborder les choses, il les fait bien et il est perfectionniste. Et ça, c'est un aspect que je connaissais, je le connaissais vite fait quand il faisait des petites tâches à la maison. Mais là, de le faire dans un cadre professionnel, parce qu'on se dit professionnel dans le sens où on veut faire quelque chose de pro, voilà, ça m'a permis de le redécouvrir. Et évidemment, alhamdoulilah, ça rapproche d'autant plus. Ouais. Parce qu'on admire, son conjoint. Voilà. Non, mais je valide ce qu'elle vient de dire, Abdelrahman. Voilà, je suis d'accord avec elle. C'est valable pour tous les couples. Quand vous voyez votre femme tous les jours faire la même chose, ou votre mari d'ailleurs, hein, et qu'il n'y a pas de changement pour casser cette routine, ça peut parfois vous limiter en pensant qu'il n'y a plus rien à découvrir. Vous n'allez plus jamais être surpris ou surprise. Alors que non, dans la vie, subhanallah, on peut toujours se redécouvrir, on peut redécouvrir des qualités qu'on pensait insoupçonnées chez quelqu'un. Et c'est justement là la beauté de travailler sur un projet en commun. Ça vous permet de redéfinir certaines choses, ça vous permet d'être surprise par certains éléments de la vie, quoi. Voilà. Et puis ça permet de voir aussi, de renouveler nos intentions, de viser ou revoir nos objectifs et d'avoir la même vision, une vision commune. Donc, c'est vrai. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, là, vous allez lancer plein de gens, vous allez motiver plein de gens à faire des projets ensemble, j'espère, Inch'Allah.
Inch'Allah, bien sûr. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'on donne quand on nous dit, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut tenir sur la durée. Donc, un des ingrédients, clairement, c'est d'avoir un projet commun, d'avoir Bien à la sûr. fois de prendre soin de soi, séparément, évidemment, d'avoir un temps pour soi spirituellement, pour le sport, peu importe, pour qu'on puisse être épanoui personnellement. Il y a un temps pour le couple, parce que là aussi, il faut faire, on doit faire la distinction entre le couple, un moment pour nous, en dehors du podcast. Il y a aussi la partie, on est des parents, donc on a aussi, on a notre rôle de parent qui prend aussi beaucoup de place, mais il faut aussi s'octroyer quelque chose qui nous permet de nous lier, parce que sinon on peut se perdre de vue. On pourrait vivre, combien de couples aujourd'hui vivent comme des colocataires parce qu'ils ont chacun une vie, Bien sûr. ils sont ensemble, mais ils vivent, ils vivent dans deux sphères complètement différentes. Et donc ça, c'est vrai que c'est important, ça nous permet de rester liés et encore d'échanger, etc. Et de nourrir, de nourrir la relation, en fait. Ouais, c'est vrai que le couple, parfois, il a tendance à se perdre, surtout quand on a des enfants, c'est qu'on vit qu'à travers les enfants. C'est que notre relation de couple se résume simplement à t'as déposé lui, est-ce que tu es parti récupérer ça? Et au final, on ne se rend pas compte, mais le couple commence à mourir parce qu'on on se parle plus de notre couple. On parle uniquement des choses qu'on doit faire pour les autres et non pas pour soi. Et lorsque l'on a un projet comme n'importe quel projet à deux, eh ben, on se pose des questions sur nous, on se pose des questions sur soi, on se remet en question, on se demande est-ce qu'on a envie de rester ensemble ou pas? S'il n'y avait pas les enfants, est-ce qu'on resterait ensemble ou pas? Ça arrive à beaucoup de personnes maintenant. On arrive à un certain âge où nos enfants vont commencer à partir à l'étranger pour étudier. Une fois que les enfants ne sont plus à la maison, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Il y a des couples qui divorcent parce qu'au finalement, ils ont passé 20 ans, 30 ans à vivre pour leurs enfants. Et lorsqu'ils doivent passer 2 jours ensemble, ils n'ont plus rien à se dire. Moi, je n'aimerais pas vivre jusqu'à 50 ans et je sois tout seul avec Leïla et je dis, bon, ben, tu fais quoi? Ben, moi, je vais là-bas. Ben, moi, je vais là-bas aussi. Donc, on fait deux vies différentes. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Si tu regardes la vie des compagnons et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il avait une relation privilégiée avec ses épouses, c'est qu'il a cultivé cette relation. Cette relation-là, ce n'est pas juste en un seul jour qu'elle se cultive, c'est sur toute la vie. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très très bas, mais toute relation est récupérable. Si chacun veut y mettre du sien, Inch'Allah, on peut y arriver. Vous sentez maintenant que votre relation après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail forcément, vendre à l'aise ou quoi que ce soit, mais que le fait de travailler dans ce genre de projet, ça a largement impacté votre relation de couple? Je dirais que Leïla a fait beaucoup d'efforts, machallah. Non, mais c'est vrai qu'elle a affecté Leïla. Comment? Cette initiative, elle a affecté notre relation. Oui, positivement. Oui. Ouais, très positivement, alhamdoulilah, oui, évidemment. Évidemment, parce que non seulement on se pose 1 heure pour faire le podcast et enregistrer, donc c'est déjà 1 heure de qualité où on passe ensemble, on rit, etc. Et en même temps, il y a tout un travail en amont. Donc, ce travail en amont nous demande encore beaucoup de discussions sur les thématiques, sur les points qu'on va aborder. Donc, tout ce temps ensemble en amont, et en fait, finalement, on se rend compte que ce projet nous lie d'autant plus, alhamdoulilah, et on se redécouvre, comme je le disais, par rapport au point de vue, avec les perspectives différentes qu'on peut avoir. Et voilà, on est vraiment complémentaires. Alhamdoulilah, c'est vraiment une chose qui est, c'est une de nos forces, en fait, c'est qu'on est très complémentaires, alhamdoulilah. Et c'est vrai que ça, avec le podcast, on s'est rendu compte, en fait, justement, ça nous a permis aussi de nous connaître, de mieux nous connaître encore. En fait, on se redécouvre aussi personnellement, individuellement. Et donc, c'est intéressant. Tu me donnes en fait les points de vue que je dois améliorer, que je n'arrive pas à voir. Exact. Parce que c'est ça aussi l'une des problématiques dans les couples, c'est qu'on pense qu'on est parfait. On pense que l'autre a forcément tort et que l'on a forcément raison. Mais lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on essaie de collaborer sur un projet, là, on commence à admettre certaines de ses faiblesses, on commence à voir que certaines choses devraient être améliorées de manière apaisée, de manière totalement saine. Et on admet qu'effectivement, il faut qu'on chemine vers l'autre pour que ça se passe bien. Parce que là, si elle est de mauvaise humeur, que je suis de mauvaise humeur, il n'y a pas de podcast. On se le dit tout de suite. Donc, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre. Et c'est pareil pour toutes choses de la vie, Abdelrahman. Toi, tu dois aussi le savoir. Dans un couple, c'est du compromis. C'est le fait de parfois admettre qu'on a tort. Et nous, les hommes, généralement, on a du mal à admettre qu'on a tort. Tu vois. Après, il y a aussi pas mal de sœurs tu sais, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde du podcast francophone, la majorité des auditeurs sont des auditrices. Et dans notre podcast, le fait d'avoir
l'avis d'un homme sur certains sujets qui sont en rapport avec le couple, la femme musulmane, la parentalité, etc. Je trouve que c'est un regard qui est un peu différent euh, d'une sœur qui parlerait du couple, par exemple. Avoir le mari qui parle également, ça Mm. peut parfois sensibiliser la sœur, mais aussi ça peut sensibiliser le mari. Parce qu'un homme, d'homme à homme, on peut se dire les choses, tu vois. Ça passera peut-être mieux que si c'est une sœur qui dit mais votre mari, il faut qu'il vous écoute, il faut qu'il vous donne du temps, etc. Bon, bah, le mari va dire ouais, mais c'est une sœur, de quoi elle parle? Elle ne sait pas de quoi elle parle, tu vois. Mm. Mais quand c'est un homme qui va dire la même chose au frère, il va se tenir à carreau, le frère. C'est vrai Et que c'est c'est un vrai. impact. La personne qui Ouais, parle a un impact sur la personne qui est écoutée. ouais. Mm. C'est quoi vos projets avec le podcast maintenant? Donc, ça fait plus d'un an que vous avez commencé. Où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voyez le podcast dans un an? C'est une bonne question. Moi, je pense que la réponse la plus simple que l'on pourrait faire, c'est de continuer à faire le Mm. podcast. Mm. Tu dois savoir mieux que personne, Abdelrahman, la régularité, c'est la plus grande des difficultés quand tu fais un podcast. Mhm. Le fait, combien de podcasts ont commencé et combien se sont arrêtés en cours de route. Nous, ce qu'on voudrait faire, Inch'Allah, c'est comme tu as fait, continuer sur plusieurs années. Inch'Allah. Donc, si tu reviens dans un an, j'espère qu'on aura toujours des épisodes pour pouvoir partager. Mm. Et les projets, là, je pense que B'Idhnillah Ta'ala, ils vont s'ouvrir à nous tout au long du chemin. Pour l'instant, on veut juste continuer à prendre du plaisir, proposer du contenu de qualité, que les personnes nous donnent des retours sur leur quotidien, qu'on pourrait peut-être éventuellement de temps en temps inviter plus de personnes pour partager leur expérience, parce que je pense que la communauté a des histoires à raconter. Il y a des belles histoires à partager. Donc peut-être qu'on pourrait éventuellement avoir un peu plus d'invités, je pense, dans le futur, Laïla. Mhm. Oui, bah c'est ça. En fait, alhamdoulilah, la notion d'engagement, en fait, elle est très importante. Et pour nous, c'est un engagement qu'on a pris et on aimerait, Inch'Allah, autant que possible l'honorer. Et donc, on espère être constant sur la durée, Inch'Allah. Après, c'est vrai qu'en parallèle, on a d'autres projets, des idées qui sont encore à quel état d'idées. Mais pour le moment, si déjà on arrive à honorer notre engagement, ça sera déjà bien, alhamdoulilah, parce que en parallèle, voilà, on a tous les deux notre profession, on a nos enfants. Et donc, alhamdoulilah, pour le moment, on s'y tient et on espère que ça va durer, Inch'Allah, encore longtemps. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est vrai que je pense que ces initiatives, c'est très intéressant pour la communauté. En tant qu'expatrié, je me reconnais quand tu disais plutôt, Mohamed, que je crois que c'est toi qui dis ça, que tu te sentais un peu inutile, enfin, vous vous sentiez un peu inutile dans la communauté Ouais, locale parce que tout est déjà organisé, pas grand-chose à apporter, puis c'est pas les mêmes codes et tu n'apportes pas ouais, Mm. autant qu'avec des gens que tu connais, c'est pas les mêmes problématiques. On sait qu'on a déjà suffisamment de problèmes à régler pour la communauté francophone de France. exactement. Mm, Et oui, je pense que je vois de plus en plus en fait autour de moi, enfin, en tant qu'expat, je vois aussi des gens qui soit ne se sont pas encore lancés dans des projets ou soit essayent de faire des choses, mais qui ne sont pas spécialement forcément liées à la communauté locale. Et c'est Ouais, mm. souvent lié à la communauté française euh, parce qu'il y a un besoin en fait. Je pense qu'on ne se sent pas plus français que quand on est à l'étranger. On ne se sent pas plus attaché ouais, à la France et à la communauté française que quand on est à l'étranger. Mm. bien sûr. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on parle, on a tous nos motivations pour vivre à l'étranger, hein. Ça peut être financier, ça peut être pour la famille, ça peut être pour le din, ça peut être pour plein de choses. Mm. Mais au final, on se rend toujours compte qu'en fait, où on est né, où on a grandi, ça nous Bien suivra sûr. toujours. Bien sûr. Moi, je pense que, comme tu l'as signalé, comme tu l'as très bien dit, Abdelrahman, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, peu importe où tu vas t'expatrier, tu n'oublieras jamais la mosquée dans laquelle tu as grandi. Tu n'oublieras jamais l'imam avec qui tu as appris tes premières sourates, les frères avec qui tu as fait tes premières halaqas. Tout ça, ça restera gravé en toi. Et tu auras toujours envie de rendre quelque chose qu'on t'a donné, qu'on t'a apporté quand tu étais tout petit. Donc, tu veux quelque part contribuer aussi à faire en sorte que ces personnes-là soient épanouies. Moi, je te donne l'exemple très particulier de la mosquée de Grenoble. On a une mosquée qui est en cours de construction et qui va s'appeler, Inch'Allah, la mosquée des Alpes. On a un projet de construction, donc on essaye autant que faire se peut, pour aider, Inch'Allah, ce projet à ce qu'il voit le jour, à ce qu'il aboutisse. Même si on est à 5000 km du projet, ben, on essaye ici, localement, de trouver des donateurs, de trouver des choses comme ça, des personnes qui peuvent aider au projet. Pourquoi? Ben, parce que ça fait partie de nous. Tu vois, le fait qu'on soit musulman, le fait qu'on fasse partie de la Oumma, on doit se rendre utile à notre famille, à notre femme, à nos parents, mais de manière un peu plus large, à notre communauté. Mm. Et je dirais même que c'est
je ne vais pas dire que c'est une obligation, mais je pense que c'est une demande de la part de chaque musulman, même si c'est de manière petite, même si c'est d'une manière totalement infime, même si c'est un don que vous allez faire à des orphelins chaque mois, on doit tous se rendre utile. Le musulman aujourd'hui, avec la crise dans laquelle on est au niveau de l'Europe, on doit tous essayer de contribuer un tout petit peu à notre échelle pour, Inch'Allah, aider nos frères qui sont dans des difficultés, qui sont dans des situations qui peuvent être améliorées. Ben, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, subhanallah. Il faut que chacun, d'ailleurs, se pose la question, comment moi, je contribue à la communauté. Exact. En plus, subhanallah, ça nous permet de nous décentrer un petit peu parce quand on est centré sur soi, seulement sur soi, sur sa famille, on perd en fait un peu la notion de la réalité aujourd'hui. Et je pense sincèrement que l'équilibre de vie, il doit être, pour qu'on ait un équilibre de vie en tant que croyant aujourd'hui, c'est qu'on doit on doit nourrir en fait tous les aspects de notre personne qui sont à la fois l'aspect personnel, l'aspect spirituel, l'aspect familial, l'aspect conjugal et aussi l'aspect social. Et en termes social, c'est en étant utile à la communauté. Et si en fait on est un peu déficitaire sur un de ces aspects-là, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors Bien sûr. évidemment, et on n'arrive pas, on peut pas vraiment se rapprocher de Dieu si on n'arrive pas à pouvoir concilier en fait tous ces aspects parce que c'est compliqué en fait, subhanallah, on se sent en manque en fait, on a un manque dans un de ces aspects-là. Ouais. Je te rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont utiles à la communauté. Exactement. Donc, on essaye, voilà, Inch'Allah, d'être un tout petit peu utile à notre niveau. Et on te remercie également d'avoir ton utilité également, Abdelrahman, parce que, tu vois, mine de rien, nous, on a commencé par ton podcast. Ouais. Et on l'écoute toujours. Donc, tu vois, machallah, c'est quelque chose que tu as commencé il y a très longtemps, mais qui portera toujours ses fruits, Inch'Allah, tant qu'il y aura des auditeurs. Inch'Allah, on espère que Dieu accepte, Inch'Allah. Amen. On va finir par 2-3 petites questions très rapides. Quelles sont vos routines préférées? Est-ce que vous avez des routines que vous avez, vos routines préférées pour progresser, pour garder la pêche, l'énergie, que ça soit spirituel, physique ou quoi que ce soit? Alors, me concernant, ma routine, c'est la routine du matin. Oui. Je suis une lève-tôt, donc j'aime bien me lever suffisamment tôt pour tout ce qui est d'un point de vue spirituel, hein, ne serait-ce que de la prière. Ensuite, pour mon bien-être physique, j'ai besoin de faire du sport, donc ça, j'ai une routine sportive. J'ai aussi une routine intellectuelle dans le sens où j'ai un club de lecture, donc ça me permet de garder un lien avec la lecture. Et puis voilà, la routine en termes, les enfants, après, ils nous obligent un peu à avoir cette routine avec leurs activités, etc. Et en termes de couple, on s'octroie une sortie chaque semaine, en fait, pour se retrouver tout simplement et ou passer juste du temps ensemble, en fait, s'amuser ensemble. On fait des activités, peu importe, pas forcément un resto ou un cinéma, mais vraiment des activités qui nous permettent Déconnecté, de quoi. déconnecter, exactement. Donc voilà un peu les Ok. aspects de Voilà. notre routine. D'accord. Je pense qu'elle a tout résumé, hein. Moi, mon activité principale, c'est que je la regarde partir au sport, je la regarde partir au club de lecture. C'est quelque part ma routine. Voilà. Je lui dis au revoir avant qu'elle parte, évidemment. Non, mais bon, je pense que chacun a ses propres routines. Moi, je suis un mordu de travail, donc je te dirais que ma routine, c'est le travail. C'est très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Je n'arrête pas. Mais bon, en termes de spirituel, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Moi, j'aime bien passer du temps avec les enfants. Là, je suis en train de me forcer à passer encore plus de temps avec les enfants. Ils grandissent et je me dis que si je travaille aussi longtemps, ouais, je ne pourrais pas passer plus de temps avec eux. Donc, je suis en train de m'implémenter en ce moment une routine où je peux passer un peu plus de temps avec eux pour apprendre le Coran, pour réviser l'apprentissage des sourates qu'ils ont acquises. En tant que famille, on a une halaqa familiale aussi chaque semaine où Voilà, on se exactement. réunit en famille. Ouais, on s'organise voilà, justement pour mettre les règles de vie en famille, pour discuter des problématiques que chacun rencontre dans Oui. sa semaine. On a une adolescente quand même, dès qu'il y a des problématiques qui commencent à être un peu particulières pour elle. Voilà, donc on en discute. Ça nous permet aussi de regarder des rappels en famille. Donc on a vraiment ce rituel, alhamdoulilah. Donc Mohamed est mordu de travail, mais alhamdoulilah, moi, je trouve que tu as un équilibre puisque ça nous permet, en fait, il arrive à être très impliqué avec les enfants, On essaye. tu vas aller chercher aux activités. Il est présent. C'est un mari et un père présent, alhamdoulilah. Voilà. Moi, après, je pense qu'on peut toujours faire mieux, hein.
Mais voilà, ça c'est sur ma to-do list de l'année prochaine. Je dois améliorer certaines choses. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué récemment ou il y a un petit moment que vous souhaiteriez recommander? Alors récemment, j'ai lu The Secret of Divine Love. The Secret of Divine Love. Ouais. Bon, alors, donc c'est un livre en anglais, donc désolé. C'est de qui? J'ai entendu parler celui-là. Non, c'est pas Yasmine Moujahid, non. Non, c'est pas celui-là. Secret of Divine Love. Je crois qu'il a été traduit dans plusieurs langues d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est un livre assez spirituel qui a certains passages m'ont particulièrement touchée. Mais il y a d'autres. C'est dans la bibliothèque, celui-là. Ouais, je me rappelle, j'ai vu la cover. Même ma femme l'a reçu en cadeau. Je sais qu'il est quelque part dans la maison. Mais ça parle de quoi, du coup? En fait, c'est une approche. L'auteur, elle retrace en fait l'aspect. C'est assez d'inspiration soufie. Donc, elle retrace, elle réévoque tous les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, avec une perspective profonde en fait, qui amène à créer. C'est pas l'aspect fiqh, l'aspect pratique, mais plutôt l'aspect spirituel de chacun de nos actes d'adoration, machallah. Et donc, ça donne une certaine profondeur et ça nous permet de revoir le sens de ce que l'on fait. Et ça permet, alhamdoulilah, de méditer sur nos actes d'adoration, de revoir comment on prie, alhamdoulilah, et de se réformer, en fait, alhamdoulilah. Après, il y a d'autres passages où j'ai été moins fan, mais globalement, il m'a impacté positivement, machallah. Ok. Machallah. Moi, j'ai commencé récemment à lire un livre qui a été écrit par le frère Karim Galouz de Vivre le Coran. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent le connaître. Et son livre, il s'intitule Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce livre, il m'a particulièrement plu parce que on sort un petit peu des sentiers battus ou des discours qui sont un peu redondants sur le fait d'apprendre le Coran et non pas le fait de pratiquer les enseignements du Coran. Donc, il met vraiment l'accent sur comment était enseigné le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Comment faire pour vous suivre, suivre votre travail, votre podcast, ou même pour vous contacter, s'il y a des auditeurs souhaitent vous contacter? Alors, pour nous écouter, on peut nous écouter à travers les différentes plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, par exemple. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec tous les podcasts. On peut également nous retrouver avec notre compte Instagram Muslim Family Time. Et Inch'Allah, prochainement, on est sur une refonte de notre site internet. Donc, Inch'Allah, dès qu'il sera de nouveau disponible, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet. D'ailleurs, on a aussi une newsletter chaque semaine, chaque dimanche, à chaque lancement de podcast, où nos auditeurs reçoivent notre épisode dans leur boîte aux lettres. Excellent. Voilà. Tu as tout résumé, machallah. Évidemment, si vous voulez nous contacter en live, vous pouvez venir à Abu Dhabi et on sera un plaisir de vous rencontrer, Inch'Allah. En tout cas, Mohamed Leila, c'était un plaisir de vous avoir accueilli sur le podcast. Franchement, je suis hyper heureux de vous avoir accueilli. Surtout que je suis content de voir, comme je vous l'ai dit, de nouveaux podcasts, des nouvelles initiatives. Bon, ça fait un petit moment que vous êtes là, mais Inch'Allah, on restera en contact de toute façon. Et écoute, Abdelrahman, barakallahu fik, à toi de nous avoir invités. Je trouve que le podcast, il se, comme on dit en anglais, cross-fertilize, c'est qu'il se démultiplie. C'est qu'on peut écouter 1, 2, 3, il y aura toujours de la place pour des podcasts musulmans, alhamdoulilah. À travers cet épisode, je crois qu'on a passé un très bon moment. Oui, machallah. Avec Leïla. De l'invitation. Voilà, j'ai pu redécouvrir Leïla dans cette interview. Parce que... Ah oui, d'accord. Comme d'habitude. Et moi, je serais aussi ravi de t'accueillir avec nous dans notre podcast, Inch'Allah, prochainement. Inch'Allah, ce sera avec plaisir. Ce sera avec très grand plaisir. Tu nous invitais avec ton épouse, peut-être qu'on pourra t'inviter avec la tienne également. Une grande première, peut-être. On en discutera en off. Voilà, ça marche, avec plaisir. Inch'Allah, barakallahu fikum en tout cas. À très vite, j'espère. À très vite. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.